Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère. On va se régaler ensemble. Quand j'ai lancé ce podcast il y a 16 mois, je voulais fédérer, connecter, rassembler les mêmes esprits et les mêmes personnalités autour d'un grand élan gastronomique. Chaque invitation est motivée par une vraie curiosité et je suis impatiente d'écouter leurs belles histoires. Bonjour Christelle Froger, animatrice d'ateliers culinaires, auteure et fondatrice d'une agence de communication spéciale food. Bonjour Christelle. Bonjour Virginie. Gérard Salé, maître cuisinier de France, membre de l'Académie culinaire et chef étoilé sur plusieurs établissements. Bonjour Gérard. Bonjour Virginie. Alexandra Paris, ou Paris peut-être, directrice de la communication de France Olive, l'association française interprofessionnelle de l'olive. Bonjour Alexandra. Bonjour Virginie. Et c'est bien Paris. Paris, très bien, comme la capitale. Alors, on va commencer avec toi Alexandra, je te garde. Quelle est l'ambition de France Olive ? Alors, France Olive, c'est l'association française interprofessionnelle de l'olive. En fait, on regroupe l'ensemble des opérateurs de la filière huile d'olive et olive en France. Alors, ça a l'air hyper gros, mais en fait, on est une toute petite filière qui est essentiellement basée sur le sud-est, l'arc méditerranéen. Comment ça, dans le Nord-Pas-de-Calais, il n'y a pas d'olive ? Non, pas encore. Bon, très bien. Enfin, il y a des oliviers, mais ils donnent pas d'olive. Il faut un climat un peu méditerranéen pour l'olive, donc c'est voilà. sûr. Et donc, on est une petite filière. La production française d'huile d'olive, c'est seulement 4% de la consommation française d'huile d'olive. Donc, on est un tout petit... on est une goutte d'eau dans un océan d'huile. Et notre objectif, en fait, c'est de défendre cette filière. C'est d'aider les producteurs à mieux produire, à développer, effectivement, toute la partie technique amont et aval. C'est de suivre le marché aussi. Et puis, de promouvoir ces merveilleux produits, parce qu'on a des huiles très diversifiées et des olives aussi très bonnes. Enfin, pour moi, c'est les meilleures, mais voilà. Je suis peut-être pas objective, mais voilà, c'est de promouvoir ce produit et puis les goûts, les usages. Et voilà, j'ai la chance de participer à cette grande aventure. Alors, tu dis que vous êtes peu nombreux. Comment se compose l'association ? En fait, on regroupe vraiment tous les opérateurs. Donc, c'est des pépiniéristes qui font les plants d'olivier jusqu'aux metteurs en marché, en passant par les producteurs qu'on appelle oléiculteurs. Voilà. Ils cultivent les oliviers, ils produisent les olives. Et on a les transformateurs aussi. Donc, d'un côté, on a les moulins qui extraient l'huile d'olive. Parce on fabrique pas de l'huile d'olive. L'huile d'olive, elle est déjà dans l'olive. On la presse, on l'extrait. Et puis, on a ce qu'on appelle les confiseurs. C'est eux qui sont chargés de préparer les olives pour manger. Parce qu'en fait, l'olive, c'est un fruit. On est obligé de le préparer parce que je vous déconseille de goûter une olive sur l'arbre. C'est hyper amer. Donc, on est obligé, effectivement, de la préparer pour enlever cette amertume. Il y a une étape de transformation. Je ne savais pas ça. Et oui. Une étape de transformation. Ouais, on désamérise l'olive pour pouvoir la consommer. Et comme c'est un fruit, on les appelle les confiseurs. Voilà. Comme les bonbons. C'est ça, ce sont des bonbons mais salés. Et ils sont remplis de fibres aussi. Et du coup, après, vous avez ceux qui fabriquent les bouteilles. En fait, on a l'industrialisation. On a les metteurs en marché. Alors, nous, sur la filière française, on ne peut pas parler d'industrie. On est vraiment sur de l'artisanat. Donc, ce sont les moulins
et voir les producteurs qui commercialisent l'huile d'olive et donc qui mettent en bouteille et qui commercialisent, quoi. Et après, fait partie de l'interprofession quand même les industriels à travers une fédération, hein, les industriels qui, eux, importent de l'huile d'olive et la commercialisent en France. Mais ils la commercialisent pas sous huile d'olive de France, hein. Enfin voilà. Dans l'huile d'olive, on a une réglementation européenne hyper stricte. L'origine est obligatoire sur les bouteilles, sur la face avant, et cette origine, elle est déterminée à la fois par le lieu de récolte des olives et le lieu d'extraction de l'huile. Oui. Donc pour être huile d'olive de France, il faut des olives récoltées en France et l'huile extraite en France. D'accord. Et l'association a été créée quand ? Voilà, en 1999. Et on est 16 aujourd'hui salariés à travailler sur tous les domaines. On a une grosse partie technique, hein, voilà. Et puis on est 3 à travailler sur la promotion, l'économie, etc. Et voilà, c'est un sujet hyper vaste. Ok, merci Alexandra. Alors Christelle. Oui. Alors, vous ne la voyez pas, mais Christelle a plein de couleurs avec une belle couronne de fleurs. Tu viens donc de l'île Maurice ? C'est ça, je viens de l'île Maurice. Comment qualifierais-tu la cuisine mauricienne ? Alors, la cuisine mauricienne, c'est une cuisine multiculturelle, puisque on a eu plusieurs passages sur notre île. Et après, en fait, on a juste fait un petit melting pot de tout ça. Et on a un peu customisé les recettes qui venaient d'Inde, qui venaient même d'Europe, hein, de la France, de l'Angleterre. Il y a des recettes, je pense, portugaises même, parce qu'on a eu des Portugais à un moment. Il y a des recettes qui viennent de Chine. Et en fait, on les a réadaptées avec les produits locaux, tout simplement. Alors, quels sont-ils, les produits locaux ? Alors, les produits locaux, on a le chouchou, donc on connaît sous le nom de Christophine ou de chayotte, et qui se consomme également aux Antilles. Donc c'est la sorte de courge un peu verte. C'est ça. On pourrait, au niveau de la texture, la comparer à la courgette, parce que c'est un légume qui est rempli d'eau, en fait. On a alors on va plus aller sur un tubercule pour le coup, mais le taro qu'on appelle aux Antilles malanga. Voilà, qui est un tubercule qui a un petit goût de châtaigne, on va dire, c'est entre la pomme de terre et la châtaigne. C'est tout poilu, en fait, quand on le regarde. C'est vrai ? Oui. Je ne connais pas, mais il y en a en France, on peut en trouver en France. Il y en a en France, bien sûr, il y en a en France. Gérard, tu connais ? Non, je ne connais pas. Voilà, donc tu nous apprends des choses, on aime ça, Christelle, très bien. On a le margose, donc on appelle concombre amer, en fait, qui est un légume très, très amer, et puis en fait, il faut savoir le préparer. Mais pareil, ce sont des légumes et des tubercules qu'on va retrouver soit du continent africain ou du continent asiatique, puisque ça a voyagé, comme je disais avant, et puis ça a été introduit aussi sur notre île. Et donc ces légumes, tu peux les faire quoi, en soupe ? Tu peux les faire crus en salade aussi, râpés ? Ou est-ce qu'il y a... Il y a un peu de tout. Ouais. Alors par exemple, le taro, c'est toxique quand c'est cru. Je ne savais pas jusqu'au jour où j'ai épluché du taro et qu'il y a un bout qui a sauté, qui s'est posé sur ma langue et que ma langue a commencé à brûler. Du coup, j'ai fait des recherches que c'était mortel et j'ai vu que c'était mortel. Puisque je suis autodidacte, hein, pour tout vous dire. J'ai appris à cuisiner quand je suis arrivée en France et je me suis essayée à plein de choses. Et j'ai découvert, en fait, et j'ai fait des recherches, etc. D'où la création de mon blog aussi. Pour aider les gens à découvrir des produits et à en connaître leurs caractéristiques. Bien sûr. Voilà, parce que quand nos mamans les cuisinaient, on s'y intéressait pas forcément à l'époque. Et puis, c'est vraiment qu'on se retrouve face à soi-même qu'on se dit « Ah, ben, faudrait peut-être que... » Elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Faudrait peut-être que je me penche sur le sujet. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous donner une recette phare de l'île Maurice, une salée et une sucrée ? Alors, une recette phare de l'île Maurice, c'est le biryani, donc qui vient de l'Inde, hein, typiquement, et qui a voyagé un petit peu dans plusieurs pays. Mais ça, c'est vraiment la recette familiale. Et puis, c'est une recette aussi que tu vas retrouver dans les mariages, pour les festivités religieuses également. En fait, on peut aussi bien le trouver en version végétarienne qu'avec de la viande, avec du poisson, avec du poulet. Et c'est vraiment un plat qui s'adapte à tous les goûts et qui est complet surtout. C'est quoi la base La base du biryani, c'est le riz. D'accord. Donc, il y a du riz, en fait. Oui, donne-nous envie, raconte-nous. Voilà. Donc, normalement, c'est de la viande qu'on fait mariner la veille dans du yaourt. Alors, pourquoi du yaourt ? Parce qu'il y a des ferments lactiques et ça permet d'attendrir la viande. Donc, avec des épices, des herbes
et du jus de citron aussi. Donc, on fait mariner tout ça. Et ensuite, on va préparer des ingrédients, donc des pommes de terre, beaucoup d'oignons. Beaucoup, j'insiste sur beaucoup, d'ail, de gingembre, parce que ici, quand je vois des gens mettre des oignons, c'est rien par rapport à ce qu'on pourrait mettre. Donc moi, j'achète des kilos d'oignons, j'achète des kilos de riz, un paquet de 500 grammes. Et la racine de gingembre énorme. Mes courses sont XXL par rapport à beaucoup de gens. Et du coup, en fait, on va tout faire frire dans du ghee. Donc le ghee, c'est du beurre clarifié, donc indien, avec de l'huile. Donc on va faire frire nos oignons, on va les faire caraméliser. Ensuite, on va les mettre de côté. On va faire notre viande, on va le mettre de côté. Ensuite, on va tout réassembler et on va mettre du riz par-dessus. Ça va gonfler et ensuite, on va tout mélanger pour que le riz ait les arômes et des sucres du fond, en fait, Alors, il est 10h30, j'ai déjà très faim. C'est terrible. Ça donne trop envie. Et en sucré ? En sucré, moi, ce que j'aime, c'est le napolitain. Donc, alors, je me suis longtemps posé la question si ça venait de Napoléon ou pas, mais je ne pense pas. En fait, ce sont 2 sablés pur beurre. Donc, il n'y a pas de sucre dans le sablé, en fait. Il y a vraiment que du beurre et de la farine. Au milieu, on met traditionnellement une confiture de ce qu'on appelle roussaille. Donc, c'est une baie, un genre de fruit rouge, en fait, qui a un peu un goût de goyave, donc ce qu'on appelle goyave de Chine chez nous et goyavier à l'île de la Réunion, ou de fraises. D'ailleurs, ça peut être une confiture de fraises. Et en fait, on va les assembler et ensuite, on va faire couler un glaçage par-dessus pour lier le tout. Voilà. Et moi, je fais un glaçage au citron vert. Très appétissant. Oh là là, mon Dieu. Alors, justement, citron vert, fruits, je donne la parole à Gérard. Alors, Gérard, toi, dès l'âge de 8 ans, j'ai adoré cette histoire, tu vendais des fruits et des légumes. Donc, du coup, ça a créé un rapport assez spécial à la cuisine. Est-ce que tu peux nous raconter cette belle histoire qu'on a eue un peu en off, mais je voudrais vraiment que les gens l'entendent. Alors, c'est une histoire que, pendant très longtemps, je n'ai pas racontée, que j'ai occultée. Et l'âge venant, bien sûr, depuis quelques années, je me lâche un petit peu plus sur le sujet. Alors, effectivement, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Je vendais des fruits et légumes sur les marchés parisiens du 93. Et pendant quelques années... j'ai travaillé beaucoup sur les marchés. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer un merveilleux couple de restaurateurs à Aulnay-sous-Bois, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Un couple de restaurateurs qui n'avaient jamais eu d'enfant, qui m'ont pris comme leur enfant, en tout cas qui m'ont aimé comme leur fils. Et lui, Monsieur Batex, avait été un très grand chef des années 50, qui avait été chef de la maison Prunier, qui était une immense référence des produits de la mer. Et Madame Batex, qui était la patronne, elle, mes maîtresses de maison... portant beaucoup d'importance à sa maison, à son personnel, à ses équipes, etc. Donc j'ai passé pratiquement les 4 plus belles années de ma vie. Et ensuite, mon chef d'apprentissage m'a recommandé sur des grandes maisons parisiennes. Donc je suis rentré très très rapidement à l'hôtel Bristol à 17 ans. Et ensuite, j'ai fait ce parcours où j'ai dirigé de nombreuses grandes maisons. Je peux dire que j'ai consacré ma vie à la cuisine et j'en suis très très fier. Tu peux. Et également, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir aussi consacré énormément de temps pour les autres, d'avoir fait venir des générations de cuisiniers à ce métier, avoir formé de nombreux meilleurs ouvriers de France, mais pas que, à la fois dans l'élitisme, mais j'ai toujours porté beaucoup d'importance aux gens qui faisaient bien leur métier. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de graduation, il n'y a pas la grande cuisine et les autres. Il n'y a pas de graduation. Pour moi, ceux qui font bien ce qu'ils ont à faire, que ça soit madame, que ça soit du simple sandwich. Alors, je suis très, très sensible quand les gens font bien ce qu'ils ont à faire. Que ça soit des choses très simples, etc. Voilà, je peux dire que c'est l'essentiel. Ce que je souhaiterais qu'on retienne le plus, c'est l'attention que j'ai pu porter pendant plusieurs décennies à de nombreuses générations. Parce que tu formes, toi, essentiellement. Et comment tu construis justement cette logique de formation? Comment tu travailles avec ces gens-là? C'est sur combien de temps? Qu'est-ce qu'ils te demandent exactement? Alors, moi, dans la formation, c'est-à-dire que je dis souvent, je ne vais pas vous apprendre à faire la cuisine, parce que la cuisine, tout le monde sait quand même la faire, et puis tout le monde la fera comme il l'entend. Il y a autant de façons de faire de la cuisine que de gens qui la font. Par contre, je vais vous apporter une énergie, une détermination à faire ce métier, une détermination et une envie de bien faire, une envie également de bien se comporter, d'avoir une attitude orientée vers l'avenir. Et donc, ce dont je transmets, alors, comment je le transmets? C'est-à-dire que je dois passer de 12 à 16 heures par jour en cuisine. Donc, c'est
au contact que je transmets. C'est pas une fiche technique que je déroule. C'est en arrivant le matin à 7h jusqu'au soir 23h, au quotidien, dans chaque geste, dans chaque attitude, je vais délivrer un message. Il y a à la fois, en fait, le mélange savoir-faire et savoir-être qui est hyper important. Également. Également, savoir-être, savoir se comporter dans une cuisine, savoir parler correctement. Ne pas péter un câble au moment du service. Parce qu'on a la pression. Je suis un cuisinier extrêmement exigeant, mais je crois que je suis d'abord exigeant avec moi-même. C'est-à-dire que je suis intransigeant avec moi-même. Je suis d'une exigence folle avec moi. Perfectionniste peut-être aussi. Oui, voilà. Je comprends. En tout cas, je suis dans l'effort, je suis jusqu'au boutisme. C'est-à-dire, je vais à l'effort au maximum de mes possibilités physiques. Donc, et ça, pour moi, c'est important parce que c'est aussi un message que je renvoie. En fin de compte, c'est la transmission. Moi, je l'effectue dans mon attitude au quotidien. Et du coup, quelles seraient les 3 qualités indispensables pour être un bon cuisinier ? Alors, pour être un bon cuisinier, il faut aimer faire plaisir. Il faut aimer faire plaisir aux autres. C'est-à-dire, le matin, préparer le café, le petit déjeuner à la femme qu'on aime, mais pas qu'une fois de temps en temps. C'est-à-dire, en plus, il faut beaucoup s'inspirer de la cuisine des mamans, de la cuisine des femmes, essentiellement, parce que les femmes sont souvent meilleures cuisinières que les hommes. Alors, merci Gérard. On me dit, mais qu'est-ce que tu nous racontes ? Oui, parce que les femmes, elles font souvent à manger pour les gens qu'elles aiment, et c'est justement cet aspect des fois trop technique où on s'égare de cette cuisine immensément technique avec du matériel hyper sophistiqué. Elle existe et tant mieux parce que la cuisine, il y a autant de façons de faire la cuisine que de gens qui la font. Donc il n'y a pas un cuisinier qui détient la vérité par rapport à un autre. C'est tellement vaste. Et puis dès qu'on voyage dans le monde entier, ce qui a été mon cas, ce qui est encore mon cas, qu'on va au fin fond de l'Inde, de Chine, vraiment qu'on fait le tour du monde, on s'aperçoit que la cuisine, c'est culturel. La cuisine faite par les femmes, souvent, même avec de faibles moyens, c'est vraiment faire plaisir et nourrir sa famille. Et c'est cette notion, moi, de se faire plaisir qui me plaît. J'en profite, je te coupe, parce qu'effectivement, dans une de tes interviews, j'avais lu et j'ai trouvé ça très beau. Il aime plus que tout la cuisine des femmes, nourricière dans l'âme, très différente de celle des hommes. C'est beau. Oui, parce que... On sent que là, tu fais une déclaration d'amour aux femmes cuisinières aussi. Oui, parce que les femmes sont intrinsèquement meilleures cuisinières que les hommes. C'est-à-dire qu'une femme, par exemple, quand elle va couper une pomme de terre, va la prendre dans sa main, va la couper. Nous, il va nous falloir une planche, il va nous falloir des couteaux, il va nous falloir du matériel, etc. Et rien que ça, c'est là que la cuisine des femmes... moi, en tout cas, je pense cuisiner comme une femme au quotidien. C'est-à-dire, j'aime faire plaisir. Si quelqu'un aime pas un ingrédient, je vais pas le mettre. Si elle aime archi-cuit, je vais y faire archi-cuit. Si elle aime des plats, vous voyez, c'est... Mais c'est bien parce que tu parlais beaucoup de technique et de sophistication. Donc, tu arrives à te décentrer de ça. Et finalement, on sent que le cœur de ce métier, c'est l'émotion. Qui est aussi typiquement un peu cette sensibilité. Oui, c'est l'émotion, c'est faire féminine. Plaisir, c'est faire plaisir. Alors c'est vaste faire plaisir. Des fois on dit ça, on a dit faire plaisir, mais faire plaisir c'est c'est cuire un steak comme il faut, de faire des pommes de terre sautées qui sont correctes. C'est ça faire plaisir. Alors après il y a la grande restauration, il y a tout le faste des grands restaurants, il y a la mise en scène, le décor prestigieux, etc. Ça existe et tant mieux parce que ça fait rêver aussi. Ça fait rêver, ça tire vers le haut, mais la grande cuisine, enfin la dite grande cuisine, ne doit pas mépriser le quotidien des restaurants, des gens qui travaillent en collectivité, du cuisinier qui fait très bien son métier dans le petit bistrot de quartier. Moi, j'habite le 18e arrondissement. J'ai des petits bistrots autour de chez moi. De temps en temps, je vais passer une journée avec eux. Je mets le tablier à bavette. J'y vais complètement amicalement, cordialement. Je fais la cuisine avec eux. Je cuis, je coupe, j'émince. Je suis avec eux. Et c'est un moment de partage. C'est un moment de partage. Et quand j'ai fini mon passage, je leur dis, mais t'as autant de mérite qu'un chef de 2-3 étoiles qui va envoyer des fusées dans la Lune, quoi. C'est beau ça, Gérard. Merci beaucoup. Alexandra, alors, toi, tu as l'habitude du micro. Enfin, c'est toi, parce que, en fait, vous avez lancé le podcast Gloop. C'est ça. Le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards. Donc, est-ce que tu peux me parler de ce podcast ?
Oui, alors donc du coup, moi je travaille au pôle communication de France Olive. Donc ça fait 25 ans que je travaille dans l'huile d'olive, pour la filière oléicole. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, parce que mon grand-père avait des oliviers. Mais je me retrouvais quand tu parlais de la cuisine tout à l'heure, mauricienne. En fait, moi, jusqu'à mes 18-20 ans, je faisais pas attention à l'huile d'olive. Enfin voilà, c'était un ingrédient basique. Comme le sel et le poivre. Voilà. Et puis j'ai été élevée à une bonne huile d'olive, de mon grand-père. Et puis quand j'ai cherché du travail, je suis tombée dedans. J'ai commencé à la filière. Et puis ça m'a pas quittée. Aujourd'hui, moi j'adore l'huile d'olive. Je suis passionnée en plus de cuisine, donc j'ai pu mixer les deux puisqu'on fait on fait plein de recettes pour notre site huileetolive.fr qu'on a créé il y a une quinzaine d'années. Et du coup, on veut promouvoir, on veut partager. La cuisine, de toute façon, c'est du partage. Il y a beaucoup de points communs, il y a beaucoup de mots qui reviennent. C'est bizarre, ça. Donc, nous, on veut partager justement cet amour pour l'huile d'olive, pour les huiles d'olive. Et notre communication, elle tourne autour de la diversité des goûts et des usages. Et effectivement, on a un site internet, on va sur des salons, on va rencontrer des gens, on fait des ateliers de cuisine, etc. Mais on avait envie de partager un moment d'émotion aussi, comme on fait autour d'une table, à discuter, etc. Et on s'est dit, le podcast, c'est l'idéal, parce qu'on peut faire ça nous-mêmes dans nos bureaux, et en même temps, on peut être écouté par plein de gens de toute la France et voire d'ailleurs, et parler de sujets plus précis. Donc on va parler pendant 20 minutes, une demi-heure de comment c'est fait l'huile d'olive, comment on peut déguster une huile d'olive. Alors par exemple, le dernier, là vous en avez sorti combien ? On en est à 5. Donc le dernier, c'était sur quel thème ? C'était sur les usages culinaires. Ouais. Donc super, je mettrai le lien après dans toutes les stories. En fait, on en a fait 2 finalement. On devait faire qu'un épisode sur les usages culinaires, et puis on en a fait 2 parce que on a invité Chef Damien et Mathias Dandine. Chef Damien, qui était le premier à venir ici dans le premier épisode. Qui est un des anciens. Ah oui. Oh, j'adore. Qui a démarré à mes côtés. C'était mon premier stage 750 grammes. Non, mais j'adore. Voilà. Damien, qui est un garçon exceptionnel. Que j'adore. Je vous invite à écouter. Donc, c'est le tout premier podcast. Et moi, je vais très souvent à Porte de Versailles à 750 grammes la table parce que j'aime beaucoup l'ambiance. Moi, je le connais depuis le salon culinaire Damien, à Soissons, il y a quelques années. On l'embrasse très fort. Ah oui, voilà. On a dû se rencontrer. Je l'ai eu il y a un peu plus de 25 ans. C'est incroyable. Et c'est quelqu'un qui adore partager, qui est passionné et qui est passionné d'huile d'olive en plus. Donc on a d'huile d'olive et de miel, donc on a pas mal discuté. Très belle démarche. Et puis Mathias Dandine, c'est le Provençal, qui est chef étoilé aussi à Gemnos. Et en fait, on avait tellement de choses à dire qu'on a dû faire 2 épisodes. C'est ça. Voilà. Tu m'étonnes. Et c'est passionnant parce que il y a des sujets. Là, on va en faire un sur l'histoire aussi de l'huile d'olive. Bien sûr. C'est des sujets où en fait le podcast permet aussi de rendre vivant le partage. On a l'impression de discuter autour d'une table. Enfin, c'est ce qu'on fait. Et c'est une expérience. Alors au début, ça a été le premier épisode. C'est difficile de se retrouver. On avait l'impression de se prendre un peu trop au sérieux. Et puis on s'est détendu depuis. Et c'est une super expérience. Alors moi, pour l'anecdote, j'ai reçu, je ne sais plus quand est-ce que c'était, une oléicultrice qui est aussi oléologue et qui fait des ateliers de dégustation d'huile d'olive. Sauf que son huile, elle est en Espagne, mais elle produit tout. Et la dégustation d'huile d'olive, ça m'a scotché. Parce que j'avais fait les pièces cocktails, elle avait préparé ses verres. Et on a dû boire de l'huile d'olive. Donc, moi, j'ai l'habitude de boire du vin, du champagne, de déguster comme ça. Et le premier, c'est assez spécial. Et finalement, elle nous a éduqués à sentir, ressentir, donc vraiment une vraie expérience sensorielle, et j'ai adoré ça. En fait, alors comme ça fait 25 ans que je suis dans la filière, j'ai été, il y a 25 ans que je suis arrivée, la filière. T'as été biberonnée finalement. Oui, mais j'ai été biberonnée, et en fait, avec, alors, elles sont parties aujourd'hui, mais avec mes anciennes collègues, on a développé les bars à huile, donc où on fait, les premières dégustations au grand public. Je pense que c'est nous qui les avons faites. Top. Et c'était marrant parce que il y a plus de 20 ans, quand on disait aux gens il faut déguster de l'huile d'olive,
on en avait 2 ou 3 sur 10 qui voulaient bien déguster. Ça fait un peu peur. Ouais. Sur du pain, enfin voilà. Et aujourd'hui, quand on va faire déguster les gens, même sur des salons ou des événements qui sont pas consacrés à l'huile d'olive, en général, on en a 1 sur 10 qui refusent. Voilà. Et les 9 sur 10 qui veulent déguster, souvent, il y en a plein, ils veulent déguster les 6 huiles qu'on présente. Et la plupart, il y en a un qui veut du pain. Les autres, ils veulent tous la petite cuillère. Il y a vraiment eu... moi, je suis assez contente parce que tout ce qu'on a pu faire avec les autres producteurs, etc., voilà, il y a eu une éducation, ça évolue. Puis je crois que les gens sont très curieux de plus en plus. Et les enfants, moi j'adore. Alors, je ferai passer un message aux parents. Ne dites jamais aux enfants non, mais ne goûte pas, tu vas pas aimer. C'est pas vrai. Ouais, les enfants, ils adorent goûter. S'ils aiment pas, de toute façon c'est pas grave. C'est pas comme les adultes. Quoi. Voilà, c'est pas. Et nous, on a des gamins qui arrivent et qui traînent leurs parents et disent mais moi je veux déguster l'huile d'olive et puis non mais moi je veux déguster les 6. Et il y a les parents qui sont derrière qui nous regardent. Trop mignon. Bon, mais voilà, mais c'est génial. Et puis de toute façon, la cuisine, on en revient, c'est du partage. Je pense que quand on est maman et qu'on fait à manger, on nourrit nos enfants, mais on les nourrit, on nourrit leur ventre, mais on nourrit leur âme aussi, et leur esprit. Et en fait, en s'ouvrant aux cuisines du monde, aux cuisines de nos grands-parents, à tout, c'est comme ça aussi qu'on se forge notre goût. Oui, et puis un univers culinaire après qu'on a envie d'incarner ou représenter. Donc super. Et ce qu'on peut rajouter, c'est que ça fait des souvenirs incroyables. Bien sûr. Ça fait jusqu'à la fin de sa vie, on se rappelle de sa maman, de son grand-père, de sa tante. Ça fait des souvenirs incroyables de vie. C'est imprégné en fait, c'est imprégné en nous. Et puis, moi, je me suis aperçue, j'aime beaucoup voyager, que ce soit en France ou à l'étranger. Et chaque fois, j'ai eu des émotions culinaires. Alors, parfois, dans des pays où les Français diraient c'est improbable, mais je me rappelle d'une simple soupe dans un pub anglais, mais où, voilà, j'en ai encore le souvenir 10 ans après. Et c'est important de découvrir les cuisines quand on va... Et les pays où on mange moins bien, ou les départements où on mange moins bien, généralement, c'est ceux qui nous marquent le moins. Oui, c'est vrai. Alors, Christelle, il y a un livre qui est sur la table. Donc, c'est ton livre. Oui. Tu nous racontes l'histoire de ce livre ? Alors, beaucoup de péripéties, j'ai envie de dire. Est-ce que l'aventure du livre, c'est une aventure idyllique ? Jamais. Non, déjà, ça a été un combat pour moi d'en arriver là. Parce que, alors, faut savoir que je ne pars pas de rien parce que, vu que je me suis lancée avec mon blog, avec... j'avais déjà pas mal de contenu rédactionnel, donc j'avais une bonne base, voilà. Sauf que en 2017, alors moi j'ai lancé mon blog en 2013 pour vous resituer un petit peu. Donc en 2017, je décide de me lancer dans cette aventure tout simplement parce que j'avais une amie qui était photographe culinaire pour Hachette et pour Larousse. Et elle me dit, écoute, je connais très bien les éditrices, je vais parler de toi. Et ça va être beaucoup plus simple si je parle de toi et ça va passer. C'est ce qu'on appelle le réseau et le piston. Voilà, ça peut aider parfois. Sauf que non, en fait, non. Elles m'ont plutôt dit abandonne, arrête, puisque en fait, cette thématique est vouée à l'échec. C'est bien quand on t'encourage comme ça. Alors oui, alors parfois c'est bien aussi de dire les choses et de dire arrête parce que il faut aussi avoir les pieds sur terre. J'estime sur certains projets. Moi j'aime bien aussi. J'ai un mari qui est aussi un mentor, qui est un compagnon de vie, qui est vraiment là pour moi pour me soutenir. Et il sait aussi me dire quand ça ne va pas. Et c'est important d'avoir des gens qui vous disent non là tu vas droit dans le mur et sauf que là c'était plutôt non, l'île Maurice, personne ne va s'y intéresser. Et puis, c'est un livre de niche, clairement, et ça ne pourra pas fonctionner. Donc, ça ne nous intéresse pas. Ça ne parle pas de pancakes, ça ne parle pas de tartes salées, ça ne parle pas de smoothie. Donc, c'est voué à l'échec. C'était pas à la mode. C'était pas à la mode. On est en 2017, là, c'est ça? On est en 2017. Ok. Sauf que j'ai la tête dure, voilà, clairement. Sinon, je pense que je me serais jamais lancée dans l'entrepreneuriat parce qu'il faut, bien sûr, il faut savoir défoncer les portes. C'est ça. Je me suis dit, c'est même pas les ouvrir. Toi, tu dis défoncer. Mais t'as raison. Les portes. T'as raison. On sait le bélier, quoi. Je suis du mois de mars. Tout à fait. Et là, je me suis dit, bon, Christelle, de toute façon, il y a un timing pour tout. Donc, parfois, si ça n'arrive pas, c'est juste une question de timing.
Et ça arrivera au moment où tu t'y attendras le moins. Donc, tu as aussi besoin d'être formé. Et peut-être que tu veux tout trop vite. Et donc, si ça doit prendre 10 ans, 20 ans, ça arrivera à un moment, mais ça arrivera au bon moment. Puis est arrivé le Covid et le confinement. Les gens étaient beaucoup plus ouverts sur les cuisines du monde, sur la cuisine. Donc, tout le monde s'y essayait, même ceux qui ne cuisinaient pas, parce qu'ils n'avaient pas le choix, puisqu'ils étaient chez eux, ils devaient se nourrir. Et ils avaient que ça à faire. Et là, j'ai dit, c'est le moment, en fait. Pour moi, ça arrive à point nommé pour mon livre. J'ai vu ça comme une opportunité. Et c'est là qu'en 2 semaines, j'avais une stagiaire qui était de loin. Et ma stagiaire qui m'a beaucoup aidée, puisque son papa est l'un des plus grands stylistes culinaires, je dirais. Ça fait plus de 20 ans qu'il est styliste culinaire. Il s'appelle Valérie Drouet, en fait. Et il a sorti au moins 100 livres de cuisine. Donc, il travaille pour pas mal de maisons d'édition. Et là, je lui dis, écoute, est-ce que on peut travailler sur un e-book ensemble ? Donc, on a travaillé sur un e-book en 2 semaines de 190 pages. Voilà, je travaillais jour et nuit. Et j'avais vraiment un pic de créativité. Alors, pour ceux qui savent, quand on a de la créativité, il faut sauter dessus, sinon après, c'est fini, en fait. Exactement. On n'a plus la motivation. On le sait. On le sait. Et donc, là, allez, c'est parti. J'ai travaillé dessus pendant 2 semaines. Et ensuite, j'ai envoyé d'abord mon e-book au papa de ma stagiaire. Parce que pour moi, il fallait une validation d'un auteur. Et là, il m'a dit, c'est bon, tu peux y aller. T'as mon feu vert. Va voir Mango. Et parce que c'est une maison spécialisée dans la cuisine du monde. Et là, au moins, ils vont être ouverts. Parce que Hachette et Larousse, c'est très généraliste, on va dire. C'est moins niché comme maison d'édition. Là, au moins, ils vont t'écouter et ils vont être ouverts sur... Et puis, ils ont une collection qui peut être bien pour ton livre. Donc, j'ai écrit à l'éditrice de la part de Valérie. Et je pense que ça a aussi aidé. Bon, elle s'en souvient plus, mais parce que ils gèrent beaucoup de choses à la fois, ils oublient tout. Mais voilà, elle m'a écoutée, elle m'a dit l'île Maurice c'est génial, c'est super. C'est un très beau livre. Voilà, donc il y a eu 2 réunions. Très beau. Ouais, on veut qu'il tourne. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait en fait. J'ai attendu ce timing, j'ai pas lâché. Et le livre est sorti en août 2022. Donc ça a été un combat et puis ça a été très dur pour moi parce que en fait je suis dans le stylisme et la photographie culinaire et je n'ai pas pu faire les photos de mon livre, mais ceci dit j'ai travaillé avec une perle qui est Sandra Mahut en fait et on a vraiment travaillé main dans la main pour ce livre et ça a été Est-ce que tu peux comme un accouchement. Mais oui bien sûr. Tu peux nous donner 2 recettes, pardon excuse-moi Gérard, je te laisse la parole après, juste 2 recettes qui sont dans ton livre que tu aimes particulièrement. Alors, je sais que c'est souvent un bébé entier, donc on a du mal à décomposer, mais 2 recettes... Alors, j'aime bien les gâteaux à rouille. Donc, on dit à rouille, c'est les beignets de taro. Donc, j'en parlais du taro. C'est quelque chose de particulier parce que c'est légèrement... C'est un mets salé, donc mais qui a une note de sucre, en fait, une touche de sucre. Donc, il faut savoir que je pense qu'il y a qu'en France qu'on mange vraiment que du sucré au petit déjeuner. Parce que dans les autres pays, il y a beaucoup de snacking et on peut manger salé au petit déjeuner comme au goûter, etc. Et je trouve que ce beignet, en fait, il peut se prêter à n'importe quel moment de la journée. Et c'est du taro râpé avec du gingembre, avec du nuoc mam, avec un petit peu de sucre. Et en fait, il est un peu salé sucré et j'aime manger ça avec du piment. Voilà, donc ça, c'est... Normal. Voilà. Donc, c'est une première recette. C'est une première recette. Et sinon, j'aime bien... Alors, la daube ourite. Alors, c'est un plat à base de poulpe, parce que j'adore le poulpe. Donc, ils ont mis, je crois, rougail, ourite. Enfin, oui, c'est pareil, en fait. Et c'est une sauce à base de tomates, de gingembre, d'ail, d'aromatique avec du thym, avec de l'oignon. Oui, c'est assez simple. C'est simple, mais c'est bon. Et comme, pour rebondir un peu ce que vous disiez tous, la simplicité, je trouve que parfois c'est pas si simple. Même quelque chose de très très simple, tout le monde peut pas bien le faire en fait. Je suis d'accord. Voilà. Et donc, quand la personne, elle maîtrise ce qu'elle fait aussi simplement que la chose soit, en fait, chapeau. Voilà. Et pareil pour les enfants, le conditionnement. Les parents se projettent beaucoup sur les enfants. Et en fait, finalement, les enfants finissent par avoir la personnalité, les projets, les goûts de leurs parents.
Et je trouve que, non, en fait, les enfants, ok. Il faut leur garder leur liberté. Et moi, mon mari, il y a pas mal de choses qu'il n'aime pas manger. Enfin, il est quand même relativement simple, hein, mais quand même. Et je lui ai toujours dit, je ne veux pas, devant notre fils, que tu dises que tu n'aimes pas ci ou ça. Et même moi, si je n'aime pas des choses, d'ailleurs, je veux pas entendre c'est pas bon, hein, parce que c'est très subjectif. Et il faut le laisser, s'il a des goûts particuliers, il faut le laisser. Il a quel âge, ton fils ? Il a 5 ans. Mais à 5 ans, il a un palais super élaboré, en fait. Pour vous dire, à l'âge de 2 ans, enfin déjà à ses 10 jours, on l'a emmené au restaurant. Voilà. Donc il a été baladé de restaurant en restaurant et partout, dans tous mes événements. Le mien aussi. Et à 2 ans, on lui prenait un menu enfant, sauf qu'il nous mangeait notre riz de veau. Et le menu enfant, c'est nous qui le mangions, donc il a coûté cher très tôt, en fait. Le mien, pareil. Et puis alors, si ça peut te projeter, aujourd'hui, il a 20 ans et il adore cuisiner et en fait, il adore partager et tout ça. Mais oui, on l'a appris très tôt. Et pareil, nous, très tôt, on n'a plus pris le menu enfant, hein, parce qu'il disait, mais pourquoi moi, j'aurais des nouilles, enfin, parce que, effectivement, les menus enfants de beaucoup de restaurants, frites ou pâtes. Voilà. Une fois, on a eu coquillettes jambon. Et là, on a dit, non, nous, on mange du foie gras. Et lui, coquillettes jambon, c'est pas possible. Donc voilà. Et on n'a plus jamais pris de menu enfant, quoi. Gérard, tu avais une question à poser à Christelle. Non, je voulais féliciter Christelle. Vraiment la féliciter parce que c'est des séquences de vie, de détermination, de courage, et vous renvoyez un formidable message, surtout. Vous renvoyez un formidable message de détermination, comme de moments difficiles, parce que quoi qu'on démarre, il y a toujours des moments difficiles. Il faut savoir en parler, des moments difficiles, des moments où on ne croit pas à vous. Mais je dirais que le principal, c'est de croire en soi avant les autres. D'essayer de travailler sur soi-même pour avoir cette force, mais cette force aussi dans la faiblesse, c'est-à-dire que mais c'est même dans la fragilité. Mais moi, je vous félicite parce que vous renvoyez un formidable message. Oh, merci beaucoup. Voilà, t'as vu, t'es pas venu pour rien. Non, et puis j'ai plein de choses pas négatives, mais qui font partie de mon parcours et du parcours de tous, je pense. Parce que, en fait, les gens, ils voient toujours la finalité, mais ils ne voient pas le chemin. Bien sûr. Ah, j'ai envie de faire ci comme toi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Ah, ça, c'est bien ce que tu fais. Oui, mais il y a aussi, c'est la vie, il y a des hauts et des bas. C'est comme un couple, il y a des hauts et des bas. Et je pense que c'est ce qui nous fortifie. En fait, moi, je parle souvent de coulisses, en fait, qu'on ne voit pas. Parce que, on se dit, c'est bien, ça marche, elle s'éclate, elle fait ce qu'elle aime. Enfin, tout semble fonctionner. Oui, mais il y a les coulisses. Oui, il y a des sacrifices. C'est du travail derrière. Il y a des choses en sous-marin qui se passent et sur lesquelles il faut toujours revenir avec authenticité et se confier en disant clairement, tout n'est pas simple, tout n'est pas rose. Après, on fait aussi des choses qui nous plaisent, mais entendre « tu as de la chance », on sait très bien que ça nous agace. Parce que ce n'est pas magique. En même temps, si c'était ça te parle. Et vous avez raison. Si c'était trop facile, on apprécierait peut-être moins aussi l'aboutissement. Enfin, c'est le combat qui est vibrant, il faut le dire. C'est ça qu'on aime. Et moi, j'ai toujours entendu dans ma famille, tu montes vite, tu descends vite. Mais bien sûr. C'est vrai. Je trouve que j'analyse beaucoup. J'ai beaucoup analysé le parcours des plus grands hommes, avec un grand H. Et c'est vrai que il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de luttes pour qu'ils arrivent à leur fin. Et je me suis aussi inspirée de ça, en fait, du parcours des uns et des autres. C'est très très important. Et puis surtout, j'ai jamais vécu un échec comme un échec. J'ai toujours pris ça, ok, bon, si la porte se ferme, c'est que derrière, c'était pas pour moi, c'est que derrière, j'allais pas assurer, c'était pas le bon timing, et puis en fait, il y aura une autre porte qui s'ouvrira. Et les portes s'ouvrent tout le temps. Et puis si je rate un gâteau, c'est pas grave, parce qu'en fait, il fallait que j'apprenne quelque chose derrière, et pour pouvoir aussi le transmettre. Ne faites pas ci, ne faites pas ça, puisque j'ai un blog, je suis supposée montrer le chemin d'une autodidacte. Et l'autodidacte, elle se plante. Tu connais sûrement la citation de Mandela, qu'on connaît par cœur, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Oui. C'est exactement ça. Oui, c'est ça. Vous avez raison, Virginie. Il faut absolument parler des coulisses. Parce que pour faire venir du monde dans ces métiers, mais il faut parler des coulisses. Et moi, je parle souvent des coulisses au quotidien.
Je parle assez peu de ce qui brille. Mais c'est vrai, parce qu'en plus, dans ce métier-là, où il y a beaucoup d'étoiles dans les yeux, on voit les assiettes, on voit le bouquin. Moi, je sais, j'en ai écrit un et je suis en train d'en faire un deuxième. Donc, je sais exactement ce que c'est. On voit juste le résultat du shooting qui est tout beau, les photos qui sont merveilleuses. Oui, enfin, il y a, comme tu dis, toute la créa. Et moi, en l'occurrence, ma créa, c'est à 3h du mat. Oui. Parce que souvent, c'est ça. Donc, tu la chopes et tu dors pas. Et puis, on voit pas le bazar dans la cuisine. Voilà. Et puis, tu vois pas les courses, tu vois pas les choses qui... Moi, ma photographe, effectivement, c'était un tout petit studio dans le 6e. On avait des caisses à porter. C'était petit, voilà. Et après, le livre sera canon. Mais il y a ça aussi, à montrer le avant, le après. La gestion humaine. Oui. Parce que très vrai. Moi, je vois, c'est le plus gros de ce que je vis, la gestion humaine. Les goûts des uns des autres. C'est une catastrophe. Les parfois. Jugements des uns des autres. Oui, les jugements. Et puis, les états d'âme aussi. Oui. L'ego. Si je dois mêler tout ça ensemble, parfois... je sais que je fais un travail et je sais que telle ou telle photo serait la plus adaptée, mais la personne qui est décisionnaire, juste pour dire je suis décisionnaire, c'est moi là, elle va choisir autre chose. Mais il faut savoir gérer ça en fait. Bien sûr. Et puis c'est vrai que les coulisses, on sort chaque année des petits livrets de cuisine et puis on alimente aussi notre site internet sur huileetolives.fr. Et avant qu'on ait la maison des huiles avec notre cuisine, notre grande cuisine, on faisait ça chez moi. Donc pendant une semaine, on transportait les caisses de vaisselle. Parce qu'on faisait le shooting culinaire et tout ça. Et j'avais mon garage qui était rempli de vaisselle, etc. C'est ma maison. Cuisine, c'était Bagdad. Et puis on avait dans mon salon et tout, on vivait pendant une semaine en camping. Donc et maintenant effectivement qu'on a une cuisine et tout ça, c'est plus. Mais par contre pendant 3 jours au mais boulot, regarde le souvenir. Ah mais c'est génial, dingue, on a partagé. J'avais mon chien qui venait lécher l'huile d'olive dès qu'on en laissait. Tu sais, on installait tout sur la cuisine et puis après au bout d'un moment on a vu que c'était lui qui venait. On trouvait des ramequins d'huile d'olive vides. C'est bon, là il va falloir faire quelque chose. Il fallait trouver. Non, mais c'est ça aussi qui est drôle finalement. Et mon fils qui rentrait de l'école, il disait alors demain c'est vrai tu vas faire le shooting culinaire. Moi je veux pas aller à la cantine. Je vais manger ce que vous avez préparé. Alors j'ai une question. Je terminerai pour la première partie avec Gérard, si vous m'autorisez, mesdames. J'ai une vraie question parce que toi, ton parcours, il est quand même rempli de prestige, même si longtemps tu as été dans l'ombre, mais c'est quand même associé à du prestige, à des expériences. Voilà, tu disais que tu as formé pas mal de gens à des concours, j'imagine aussi les concours des MOF peut-être. Donc tu as gravité dans l'excellence. Moi, j'ai une vraie question. Comment on arrive à concilier passion et pression à ce niveau-là? À ce niveau-là, alors en ce qui me concerne, moi j'ai dédié ma vie à la grande cuisine, donc au quotidien je suis dans le bain. C'est-à-dire dès que j'ai été étoilé, ça m'a pas mis plus de pression qu'avant de pas être étoilé. Après c'est une question individuelle, personnelle, de tempérament. Moi je dois dire que la pression dans les grandes maisons, que ce soit le Plaza Athénée, la Marée, le Bristol, comment on concilie, on vit avec. On vit avec. Oui, parce que c'est vrai qu'on dit souvent, au moment, c'est bientôt d'ailleurs les Michelin. Moi, j'avais reçu du coup quelqu'un qui était dans une agence spécialisée Michelin juste après les Michelin l'année dernière, où il y avait Savoie, Coutanceau, beaucoup qui avaient perdu les étoiles. Et j'avais posé la question, finalement, entre le rapport sacrifice, pression, surpression financière et humaine aussi, et en même temps la fierté, comment ça s'équilibre en fait tout ça? Alors, c'est très personnel d'un chef à un autre. Moi, j'ai mené ça comme un combat de boxe. Non, mais c'est intéressant d'avoir ton retour. J'ai mené ça de front, j'ai mené ça comme un véritable combat de vie, quoi. Mais je pense que chaque chef
Alors, tous les chefs que tu cites sont également des restaurateurs, des patrons restaurateurs, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que moi qui ai été un chef employé. C'est bien de préciser. Ceci dit, j'ai plutôt toujours travaillé comme un chef patron en prenant soin des maisons qu'on m'a confiées, du matériel, de la matière première, etc. Donc, je pense que je me suis plutôt comporté comme un patron. Mais je dois dire que tous les chefs que tu cites, comme M. Savoie, M. Coutenceau, eux qui ont des responsabilités financières très, très importantes, là, les pertes d'étoiles ou le maintien d'étoiles est un véritable... Ou même Bocuse, qui avait perdu. Oui, c'est un véritable traumatisme pour l'activité, pour le chiffre d'affaires, pour les équipes, etc. On vit ça comme un échec, du coup. Je pense que... Toi, t'en as eu 2, hein. Oui, mais je pense que ça a beaucoup évolué. Et il faut que ça évolue. Il ne faut pas que la perte d'étoiles soit mène à des suicides ou mène à des situations. Mais c'est bien, tu as le recul par rapport à tout ça. Tu es dedans, mais c'est vrai que tu te dis ça n'est pas une fin en soi. Et tu t'aurais pu viser la 3e ? T'aurais aimé ? Oui, ça m'aurait peut-être séduit, mais j'ai toujours alterné, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques semaines, j'ai parrainé un orphelinat. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais si. Bah non, si ça peut avoir à voir. J'ai parrainé un orphelinat où j'ai fait la cuisine dans un orphelinat et j'ai détecté 3 talents. J'ai détecté 3 talents et j'ai été voir le responsable et je lui ai dit, ne les abandonnez pas une 2e fois. Wow. Sur la perte d'étoiles, c'est une très belle expérience. Mais sur la perte d'étoiles, est-ce que ça peut pas aussi varier en fonction de la clientèle qu'on a ? C'est-à-dire que si on a une clientèle qui est fidèle et qui finalement aime ce que vous faites, qui vient pas pour le bling bling de l'étoile, peut-être aussi qu'on le perçoit de manière très différente. Bien sûr, il y a des formidables restaurants qui n'ont pas d'étoiles en France. Il y a des formidables cuisiniers, femmes ou hommes. Il y a des formidables restaurateurs, des belles petites maisons de province. Où il y a des très belles brasseries parisiennes qui n'ont pas d'étoiles. Donc il faut. Alors c'est toujours facile qu'on a eu des étoiles. Je sais que c'est toujours facile de dire. Mais je pense que ça a changé. Tu as raison, la priorité, c'est vraiment le lien que tu tisses avec le client. Oui, mais du coup, ce que le client, c'est comme en tant que consommateur. Quand on va dans un restaurant, on est responsable aussi. Enfin, quelque part, et c'est comme quand on est consommateur et qu'on va acheter tel ou tel produit, on est responsable de ce qu'on consomme. Et donc, on est responsable aussi, effectivement, de la vie de restaurateur. Si on est content d'un restaurateur, de ce qu'il nous propose toute l'année, etc., qu'il perde son étoile ou pas, finalement, on s'en moque, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le guide Michelin, c'était l'unique mesure de notre métier. C'est-à-dire que c'était l'unique... professeur qui note. C'était l'unique référence. Ouais. Référence. Et je vois aujourd'hui, moi qui me déplace beaucoup à l'étranger, d'être reçu comme un chef Michelin, star Michelin en anglais, moi, je suis abasourdi, quoi. Quand je vais en Asie. Et donc, c'était l'unique mesure. Baromètre, ouais. Il y a une unique baromètre. Et même les salaires de chefs à l'étranger se font sur la graduation d'étoiles. Donc, en fin de compte, il y a d'autres guides, etc., inférieurs. Mais c'est l'unique mesure. Et peut-être faudrait aussi se poser et réfléchir pour qu'il y ait aussi d'autres unités de mesure pour définir ce qu'est une belle table, etc., c'est pour ça qu'en tant que consommateur, finalement, c'est notre émotion qui doit être notre mesure. Bien sûr. Enfin, bien sûr. En fait, l'homme aime bien tout caser, les statistiques, il faut tout mesurer, mais l'émotion, ça se mesure pas. Et pourtant, c'est ce qui nous fait vivre tous les jours, quoi. Bien sûr. Et il faudrait que ça soit la clientèle. Alors, c'est déjà le cas depuis quelques années. Il faudrait que ça soit le client, la clientèle qui décide. C'est une vraie question. Bien, donc on s'arrête pour la première partie. Deuxième partie, vous avez des petits tickets devant vous. Donc, question très simple. Vous pouvez les retourner. Oui, vous avez l'autorisation de la professeure. Vous les lisez, vous choisissez. Si vous avez quelque chose à raconter, je vous écoute. Christelle, on commence avec toi. C'est complètement aléatoire, hein, je n'ai pas choisi. Oulala. Après, il n'y a pas de réponse type. Hein. S'il n'y a aucun des deux, tu racontes, tu dis autre chose. Voilà.
C'est ou l'un ou l'autre, c'est ça? Non, tu peux dire les deux. Les deux, hein. D'accord. Il faut juste lire pour qu'on sache ce que c'est. Alors, boudin blanc ou boudin noir? Alors déjà, moi, le boudin, j'en avais jamais mangé avant d'arriver en France. Bien sûr. Mais j'aime beaucoup ça. Voilà. Et j'ai découvert, parce que moi, je suis en Normandie. Donc, par exemple, le boudin blanc en Normandie avec des pommes, c'est quelque chose que j'ai appris en arrivant ici. Et c'est un très beau souvenir et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Et il y a une ferme pas loin de chez moi, parce que moi, j'habite à côté d'Évreux, qui s'appelle la ferme de la Santozane. Et c'est vraiment leur spécialité. Voilà. Et le boudin noir, ça me rappelle une marque de charcuterie pour laquelle j'ai travaillé. Et en fait, j'ai dû créer des recettes du monde à base de charcuterie. Ah, génial. Et du coup, j'ai fait des croquettes de boudin noir, panées avec du panko et servies avec une mayonnaise à la moutarde. Mayonnaise à la oui, parce qu'il y a de la moutarde dans la mayonnaise, mais non, épicée. Avec une moutarde au miel. Excusez-moi. Voilà. Super. Parce qu'en fait, je me trompe parce qu'après, le prochain ticket, c'est béarnaise ou mayonnaise. Alors, vas-y, béarnaise ou mayonnaise? C'est pareil pour les sauces. Béarnaise, c'est quelque chose que j'ai... En fait, j'ai tout découvert. J'ai découvert la vie. L'estragon, par exemple. L'estragon, est-ce qu'il y en a sur l'île Maurice? Non. Voilà. Non, l'estragon, je ne connaissais pas. Il y a énormément d'herbes que j'ai découvertes ici, parce que nous, on mange essentiellement de la coriandre, de la cébette. Menthe, un petit peu. La menthe, énormément de menthe. Et donc, l'estragon... le laurier, le basilic, le thym, si on en utilise beaucoup. Romarin, romarin, un petit peu, voilà, mais tout est sec en fait. On commence maintenant à en faire pousser. Voilà. Et bon, la mayonnaise, j'ai une recette de mayonnaise pour les feignants. Voilà. Les blogueurs sont des feignants. C'est une mayonnaise au mixeur, au mixeur plongeant, avec le jaune et le blanc. Comme ça, en fait, on ne jette pas le blanc. Et en fait, c'était aussi pour aider... Enfin, ma famille, en fait, n'aime pas la mayonnaise. Quand je dis ma famille, c'est mon mari et mes 2 belles-filles, parce que j'ai 2 belles-filles en plus de mon fils. Je suis devenue belle-maman à l'âge de 18 ans. Voilà. Et donc, j'ai fait cette fameuse mayonnaise, puisqu'elle n'aimait que les mayonnaises Heinz blanches. Et du coup, elles m'ont dit, ta mayonnaise, elle a vraiment le goût de la mayonnaise de chez Burger King. C'est un compliment. Et voilà, donc c'est le petit... Super, j'adore. Et la troisième? Troisième, c'est pomme ou poire. Excusez-moi, je vais parler de ma poitrine. J'ai une pomme et une poire, voilà. Donc, elles sont pas du tout ressemblantes et j'ai pensé à ça directement, donc je dis ce qui sort de ma tête. Mais je t'en prie, on est là, on a dit on est libre. Mais du coup, pomme, t'es en Normandie. Je suis en Normandie, oui. Donc j'imagine que... Oh, la pomme dans tous ses états, voilà. Donc vraiment, voilà, j'en parle, de la pomme dans tous ses états. Et c'est un produit que je travaille énormément et que j'ai réussi à... En fait, qu'on utilise beaucoup à l'île Maurice. Je fais des achards de pommes. Donc, les achards, ce sont des pickles avec du curcuma, des graines de moutarde. Et du coup, quand il y a des pommes, alors partout, quand c'est la saison des pommes, il y a des pommiers partout, on peut aller les cueillir. C'est dommage, beaucoup de gens n'en profitent pas. Donc moi, quand c'est la saison, je vais faire de la compote de pommes maison, plein de conserves. Donc c'est la lactofermentation, tout simplement, de pommes. Et je fais un mix pomme-carotte. Et j'essaye d'utiliser de la pomme dans beaucoup de mes recettes. Voilà. Super. Merci Christelle. Et même pâte de piment aux pommes, c'est très très bon. Ouais, j'imagine. Voilà. Alexandra, à toi. Alors, viande crue ou poisson cru? Alors là, mon cœur balance, parce que j'adore les deux. Alors, j'avoue que le poisson, je l'adore plus cru que cuit, d'ailleurs. C'est vraiment une grande passion. Mais j'aime aussi la viande crue. Et en plus, la question était bien faite pour moi, parce que les huiles d'olive se marient extrêmement bien avec l'un ou l'autre. Donc, je disais, effectivement, je parle des huiles d'olive parce que en fonction de la variété, du terroir, du savoir-faire, on a des huiles très différentes. C'est exactement comme le vin.
On a des goûts, mais vraiment, on peut passer d'une huile comme l'huile d'olive de Nyons, par exemple, qui est très douce, avec des notes de noisettes, de noix, un goût beurré en fin de bouche, à une huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence, qui va avoir un côté artichaut avec des notes poivrées qui vous pétillent sur la langue, à une huile d'olive de Provence en olive maturée qui va avoir des notes de cacao, de pain au levain ou d'olive. Donc c'est vraiment hyper différent. Et en fait, en fonction, par exemple, un poisson cru, un saumon, moi je l'aime beaucoup avec une huile un peu relevée, voilà. Un thon, je vais plutôt prendre une huile d'olive douce. Et puis la viande, voilà, si je fais du veau, ça va être plutôt doux. Si je fais du bœuf, ça va être plutôt corsé, voilà. Donc et puis moi j'utilise aussi beaucoup, j'utilise l'huile d'olive partout, de l'entrée au dessert, voilà, avec les pommes, ça va super bien. Enfin, je fais des gâteaux, etc. Mais les marinades. Je suis plus sur le beurre, excusez-moi. Non, mais voilà, moi non, pas du tout. Il n'y a pas de surprise. Pas de surprise. Les marinades, voilà, avant cuisson, c'est super bien. Et je note le yaourt, parce que je pense que le mariage yaourt, l'huile d'olive dans une marinade, c'est génial. Valide. Oui, je valide. Oui. Très bien. Le deuxième. Voilà. Alors, amaretto ou Grand Marnier, pareil, mon cœur balance. Ah, mais de toute façon, j'ai souvent des gourmands autour de cette table. Parce que j'adore le côté amande amère de l'amaretto qui se marie super bien dans certains gâteaux. Et le Grand Marnier, le côté orange que j'adore aussi. Et bon, ça, de suite, ça me fait penser aux crêpes, qui est un de mes desserts préférés. Les crêpes Suzette. Et alors, je suis désolée. Heureusement, j'ai pas une bretonne, j'ai une normande à côté. Voilà. Mais en fait, je mets pas du beurre dans ma pâte à crêpes, je mets de l'huile d'olive. Il en faut pour tous les goûts. Voilà, on a dit qu'on était libre en cuisine. Voilà. Et dernier, cèpe ou morille. Alors là, je vais faire des déçus peut-être, mais c'est ni l'un ni l'autre. Je n'aime pas les champignons. Voilà. À part la truffe. Le droit. Voilà. À part la truffe. Oh, la truffe. Très bien. Restons simples. Huile d'olive à la truffe. Mais ça va très bien ensemble. Alors, voilà. En plus, je viens quand même d'une région, je viens de la Drôme provençale et j'habite pas très loin de Richeranche, qui est le centre, c'est la région de production la plus importante de truffes en France. Bon, c'est pas le Périgord, c'est la Drôme provençale. Et donc, voilà, je suis un peu obligée, Et une petite tartine de pain légèrement grillée, un filet d'huile d'olive un peu douce, avec des lamelles de truffe bien fines et un tout petit peu de fleur de sel. Voilà, c'est très simple, on parlait de simplicité, mais voilà, c'est un régal. Merci beaucoup. Gérard, c'est à toi. Virginie, fraise ou framboise? Les deux. Alors, on le redira jamais assez. De saison, courant mai jusqu'à fin juillet, août. Mes collègues me disent oui, mais on a de la demande au mois de décembre, au mois de janvier. Les tartes aux fraises. Mais la demande, c'est souvent nous qui la créons. Oui. Et j'ai eu, dans le passé, dirigé une très belle maison où il n'y avait jamais eu une fraise, une framboise à part les 3 mois de l'année, et jamais un client me l'a demandé, quoi. Donc... si après, c'est une question de cohérence, de savoir que la saisonnalité, c'est la priorité. Alors, c'est vrai que c'est très actuel, on le redira jamais assez. En hiver, on mangeait des poires, des pommes, quelques fruits de contre-saison, bien sûr, l'ananas, etc., la mangue ont pris l'avion, mais bon, faites pour le mieux. C'est ça. Et soyez patients, si vous avez envie d'une bonne framboise, on attend. Vin rouge ou vin blanc, les deux, avec modération. Les deux avec modération. Moi, je bois vraiment très très peu. Mais faites travailler nos vignerons et ils en ont besoin. Et oui, exactement. Et nous, on a besoin d'eux aussi. Je veux dire, on a besoin de boire. Non, oui, de temps en temps, avec modération aussi. Mais il faut penser que les agriculteurs, d'abord, ils nous nourrissent, mais aussi, ils contribuent à nos paysages. Donc, si on veut garder l'attractivité touristique de la France, il faut que nos agriculteurs continuent à pouvoir vivre de leur travail. Et c'est hyper important parce que nos paysages ne seraient pas tels qu'ils sont. Et ce sont des personnages tellement engagés également, de détermination dans ce qu'ils font. C'est des passionnés
Vous pouvez pas être agriculteur sans être passionné, sinon, c'est un métier. J'ai mes 2 grands-parents qui étaient agriculteurs, dont un éleveur. Si vous n'êtes pas passionné, vous pouvez pas continuer, c'est pas possible. Et il faut être très respectueux. Vous avez raison, Alexandra, parce qu'ils consacrent pratiquement toute leur vie. Peut-être certains un peu moins aujourd'hui qui arrivent à s'organiser, mais dans l'ensemble. Dans l'ensemble, c'est des gens qui consacrent leur vie, qui ont une véritable détermination. C'est aussi un vrai sens de l'effort, là. Ils comptent pas leurs heures. Ça rigole pas. Moi, j'ai des amis qui sont... j'ai mon meilleur ami qui est agriculteur, qui notamment a des abricotiers. À partir du mois de mars, pendant 2 mois, il se lève quasiment toutes les nuits pour vérifier qu'il n'y a pas de gel. Et quand il y a du gel, ils allument les bougies pour éviter. Oui. Ça veut dire qu'ils passent des nuits et puis ils travaillent toute la journée en plus. Et il y a toute la famille qui y va, il y a des fois des amis. Parce que quand vous devez allumer des bougies dans tout un champ, c'est un métier. Mais ça, c'est pas mécanique, ça. Non, c'est pas mécanique. Et puis, vous avez les éleveurs, vous avez, tous ces gens-là, effectivement. C'est comme, je pense que c'est un peu comme les métiers de bouche aussi. Si vous n'êtes pas passionné, vous pouvez pas continuer. Oui, bien sûr. Et il faut savoir que toute la famille est derrière, parce que, vous vivez pas 24 heures sur 24, mais presque ces métiers-là, en fait. Bien sûr. Et ils doivent pas toujours faire des bonnes nuits, parce que quand la production, il y a du gel, il y a des intempéries, et que sur le plan économique, moi je pense vraiment très fort à eux. C'est toujours des gens très engagés. Merci de le préciser. Quand vous n'avez pas de production, vous n'avez pas de revenus. C'est ça, clairement. Et le troisième. Et la troisième, entrecôte ou bavette. Alors, toujours les deux. Ce sont 2 morceaux différents. Ce que je pourrais conseiller, l'entrecôte, quand vous la grillez, essayez de pas trop la ferrer. Alors la ferrer, dis-nous ce que c'est. Ferrer, c'est quand on a des grillades en fonte. De pas laisser la viande trop longtemps. Après, qu'on a des grillades au charbon de bois, etc. En tout cas, c'est de pas trop le marquer. Mais le mieux, c'est quand même de la passer à la poêle. Sur des poêles en tôle. Dans du beurre. Ou de l'huile d'olive. Donc, ou les deux. Sur des poêles, pas des poêles Tefal, des poêles en tôle qu'on a entretenus avec donc l'entrecôte, c'est de bien la dorer. Je rappelle également, dans la mesure du possible, qu'une entrecôte, c'est au moins 350 grammes minimum. Si c'est pas 400, alors c'est éviter de la manger bien cuite parce que c'est toujours dommage. Mais surtout 350-400 grammes de bien la dorer, qu'elle soit très dorée et la déguster simplement comme ça. La bavette, c'est bien sûr un autre morceau, une autre tendreté. La bavette, on la passe à la poêle, on fait une compotée d'échalotes dans laquelle on rajoute du poivre mignonnette, un petit peu de vinaigre. Bien sûr. Évidemment. Et puis, il est 11h30. Ça, tout va bien. Et puis, on aime. Et je redirais aussi, dans le bœuf aussi, n'hésitez pas à recuire, à cuire des morceaux longs, du paleron, du gîte, de la queue de bœuf, etc. Des morceaux où il faut 3, 4, 5 heures pour le cuire. Alors, on n'a pas toujours le temps, mais... savoir le prendre, le temps. Un bon petit pot-au-feu, c'est quand même excellent. Le dimanche matin, voilà, on prépare pour la semaine. C'est des plats, en plus, on peut en faire plusieurs, et puis pour plusieurs jours. Puis ça se cuit tout seul. Franchement, on n'est pas forcément à côté. Moi, je fais plein de plats mijotés, et puis ça mijote. Oui, il y a juste la découpe en amont. Enfin voilà, les gens font toute une histoire sur les plats en disant c'est long à cuisiner, mais non, mais on n'est pas. Tu peux faire autre chose. Oui, tu peux faire autre chose. Mijoter. En plus, maintenant, avec les plaques à induction, on peut vachement bien régler les températures. Je suis entièrement d'accord. On le redira jamais assez aussi. Cuisez vos légumes. Achetez pas de légumes cuits. Cuisez vos légumes. Essayez de cuire le plus possible vos aliments. De ne pas acheter des produits préparés dans la mesure du possible. Mais parce que il y a aussi s'alimenter. On peut s'alimenter avec des budgets très moyens. Parce que souvent on associe au prix élevé, mais sur des revenus, sur des prix assez modérés. Tu prends des légumes de saison. Bien sûr, les plats préparés. Cuisez vos légumes. C'est meilleur. Pour la santé, c'est meilleur en goût. Faites vos carottes râpées. Mais bien sûr. Faites votre céleri rémoulade. Achetez 3 poireaux, vous mettez de l'eau, mettez un peu de sel, vous cuisez vos poireaux. Mais hier, j'ai fait une soupe. J'avais mis céleri, potimarron, oignons, poireaux. Ça cuit couvert, voilà. Après, j'ai mis des bottes d'estragon, voilà. Et on a mixé. Ma fille de 15 ans, elle s'est régalée. Mais la grande cuisine, ça commence là. Bien sûr. La grande cuisine, parce que souvent, moi, on me dit oui, mais moi, je fais pas ce que vous faites et tout. Je dis non. Dès que vous cuisez, vous achetez des épinards, des poireaux. Dès que vous cuisez vos légumes, vous faites déjà de la grande cuisine. Mais bien sûr.
Et dès que vous achetez... C'est très bien de le rappeler. En termes de goût, ça a aucun équivalent. Tu achètes des herbes aromatiques fraîches que tu rajoutes soit dans une sauce, soit dans une soupe, soit dans une marinade. C'est pareil, ça change tout, en fait. La soupe, moi, la purée. Faire des soupes, parce que l'hiver, c'est vrai que quand on travaille le soir, on n'a pas envie tout le temps, tous les soirs de cuisiner. Moi, je fais une soupe, il y en a pour 3 soirs. Voilà. C'est super simple, là, en une demi-heure. Moi, j'ai fait des petits croûtons maison à l'ail. Après, on a râpé du comté. C'était juste délicieux. Oui. Voilà, simple, avec efficace. Un petit fromage, vous avez votre dîner du soir sans... Et puis aujourd'hui, ce qui a évolué, il y a une telle vulgarisation, même quelqu'un qui n'a pas assez de connaissances, il y a une telle vulgarisation sur les réseaux, les magazines, etc., les émissions de télé, parce qu'il faut en parler aussi, ça peut apporter aussi. Moi, faire une purée, il n'y a rien de tout simple, une purée de pommes de terre. Voilà. Une mayonnaise. La mayonnaise, on l'a fait en 30 secondes. Qu'on dépense 5 fois moins. Mais oui, bien sûr. Mais en général, les gens qui ont le moins d'argent, parce que du coup, je me suis amusée à aller juste me balader et analyser les caddies des gens. J'adore faire ça aussi. J'adore faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ça se voit, ceux qui ont le plus d'argent, c'est ceux qui font le plus attention et du coup qui vont avoir l'éducation, je pense, autour de l'alimentation, du fait maison, etc. Et ceux qui ont moins d'argent, qui vont acheter pizza, etc., qui vont remplir de leur caddie de produits transformés, malheureusement, par mes connaissances. Et moi, j'ai pu accompagner aussi des gens là-dessus pour leur transmettre. Justement, en fait, la cuisine, normalement, c'était une histoire de transmission. Enfin, moi, c'est ma grand-mère qui a transmis à ma mère. Ma mère a eu la chance de travailler dans un restaurant. Elle a appris plein de choses aussi. Voilà. Mais elle a pas de diplôme. Et c'est elle qui m'a appris. Et moi, j'ai appris à mon fils qui apprend aussi, avec ses copains. Et la cuisine, c'est une histoire de transmission. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a une histoire d'envie. Et il faut penser à transmettre à ses enfants l'envie de manger, faire des crêpes avec ses enfants le week-end, ça demande rien, ça demande de la farine. Hier, j'ai fait un gâteau au yaourt avec ma fille. Voilà, un truc, ça a pris 10 minutes. Et on était contents. Super souvenir pour eux, bien super souvenir. Et puis ça, c'est un apprentissage et ça leur donnera envie de faire autre chose plus tard. Peut-être qu'ils se lanceront dans une forêt noire plus tard, mais en attendant, ils seront faire des crêpes, une purée. Et tu vois, tu parles de crêpes. Et en fait, j'ai des amis. Leur fils ne mange que des crêpes roulées en sachet, là. Vous voyez. Et en fait, ils n'aiment pas le goût du fait maison parce qu'ils ont toujours acheté. Après, c'est compliqué. De rééduquer. Là, c'est même pas éduquer, c'est rééduquer. Et donc, tout ce que tu vas lui proposer, mais c'est pas la faute du gamin, tout ce que tu vas lui proposer de fait maison, en fait, tu l'auras déjà pas eu ces moments-là où je pense où il cuisine avec sa maman ou avec son papa. Et de deux, en fait, on est responsable, les parents sont responsables, on est responsable de ce qu'on se transmet à nos enfants. Alors, j'ai envie de dire, la connexion est magique. Et le lien avec ce que je vais vous dire maintenant, ça me fait flipper. Bon, tellement que on pouvait pas tomber pile. Alors, pour conclure cette session de convivialité très gourmande, un passage de la littérature qui me rappelle à ma première vie de professeur de lettres. Mais quand d'un passé ancien, rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Et vous, quelle est votre Madeleine de Proust ? Ah, je vois les yeux. Ça, c'est une question que je n'ai pas envoyée en avance. Alors, depuis tout à l'heure, on parle d'émotion, d'enfance. Et ce qui est très drôle, je crois qu'il n'y a pas un seul épisode de podcast où quelqu'un n'a pas eu envie, à un moment ou à un autre, sans connaître cette question, de répondre. Tout à l'heure, je t'ai senti sur le fil, Gérard, t'étais en train de dire oui, ça me fait rappeler. Toi, tu parlais de la transmission. Je me suis dit, peut-être ils vont parler de... C'est le moment. Un souvenir culinaire qui vous réconforte. Ça veut commencer parce que j'ai quelque chose qui me... Vas-y. Allez, Christelle. En fait, ma grand-mère paternelle, je l'ai connue, elle était très, très, très âgée parce que mon papa, c'est le 9e enfant et le dernier enfant. Donc, vous imaginez que... Et puis moi, je suis le dernier enfant d'une fratrie de 3.
en fait, à l'époque, on n'avait pas de moyens. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas de dents. Et donc, il fallait adapter la nourriture qu'on lui donnait en fonction de sa dentition qu'elle n'avait pas, qu'elle n'avait plus. Et donc, on lui faisait du riz assez cuit avec ce qu'on appelle un bouillon de brède. Alors, les brèdes sont très connues, notamment dans l'océan Indien. Ce sont des genres de, comment on pourrait décrire ça, d'épinards. Mm-hmm. C'est des feuilles, en fait, qui sortent un petit peu de la patate douce. Ça peut être des feuilles de manioc, des feuilles de taro, des feuilles de chouchou. Que tu fais bouillir, cuire. En fait, on peut les faire sauter comme des épinards, vraiment. Enfin, les légumes verts sont très importants, en fait. Et on faisait un bouillon de brède. Alors, un bouillon de brède chouchou. Donc, les brèdes chouchou sont les feuilles qui vont sortir du chouchou. C'est comme les feuilles de betterave ou les fans de radis ou les fans de carottes. On peut les manger. Et chez nous, en fait, on mange tout ça. Voilà. Et donc, on lui faisait juste un petit bouillon avec des oignons, de l'ail, du gingembre et qu'elle mangeait avec son riz, parce qu'on mange beaucoup de bouillon avec du riz. Et en fait, on était toutes les deux à manger ce plat et je trouvais ça super bon alors qu'il y avait rien d'extraordinaire. Ouais, l'émotion. Mais du coup, ça me fait rappeler ma grand-mère. Qui s'appelle En fait, elle a un prénom un peu compliqué, mais c'est Talémé qu'elle s'appelle. Mais je l'appelais Amaï parce que Amaï, ça veut dire grand-mère en tamoul, puisque moi, je viens de la communauté tamoul à l'île Maurice, donc les Indiens du Sud. Ok. Voilà. Merci Christelle. Alexandra. Alors, moi, je vais pas avoir qu'un souvenir, mais en fait, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui avaient chacun une ferme, qui élevaient. Donc, j'avais un grand-père qui était éleveur de moutons, enfin de brebis et d'agneaux. Je me rappelle, on tuait le cochon aussi à l'époque. Donc voilà, le boudin noir, moi, je l'ai connu petite. Voilà, c'était parce que c'est une des choses qu'on mange en premier. Enfin voilà, on le faisait frais, etc. Et puis ils avaient les volailles. Et ma mère, voilà, c'est une histoire dans ma famille, c'est une histoire de grand-mère, de mère, voilà. Et ma mère est une pro de la cuisson des volailles, du canard, de l'oie. Enfin, l'oie, c'est un vrai régal. Voilà. Et du coup, alors je m'aperçois que sont beaucoup des émissions liées à la viande, donc je ne serai pas encore végétarienne demain. On ne te le demande pas pour l'instant. C'est ça. Mais parce qu'une bonne viande, alors des bons légumes, c'est super difficile à faire. Mais c'est vrai que quand on a l'habitude d'avoir mangé des viandes qui sont élevées à la ferme, on ne retrouve jamais ces émotions-là. Aujourd'hui, j'ai plus tout ça et c'est vrai que des fois, j'ai un peu plus de mal. Mais ouais, la cuisine, ça a toujours été une histoire de partage, de famille. Voilà, le repas autour de la table. Nous, on connaissait pas le plateau repas, chacun dans de notre côté. Donc c'était, même si on n'est pas une famille nombreuse, il y a toujours eu des tablés où on partageait, la volaille, le gigot. Super. Merci. De rien. Gérard, on termine toujours par toi. Hein. Oui. Alors. Il y en aurait des quantités, mais deux symboles. Mes patrons d'apprentissage, monsieur et madame Batex, Joseph Batex et Paulette Batex, qui ont été mes patrons d'apprentissage, comme je vous l'ai dit, avec qui j'ai passé les 4 plus belles années de ma vie, qui m'ont emmené en vacances, qui m'ont aimé comme leur fils, et puis qui m'ont donné ce formidable goût de ce métier, de bien faire, cette avance technique, toutes ces connaissances. Pour vous dire, aujourd'hui, même dans certaines sessions des meilleur de France, il y a des techniques que les anciens meilleurs de France me contactent pour me demander, pour vous dire. Bon, là, c'est un souvenir merveilleux. Et 50 ans après, la formidable expérience que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps, où j'ai parrainé un orphelinat à Fès, où j'ai fait la cuisine avec... Donc voilà, ces deux symboles. Et tu n'as pas de recettes qui peuvent t'évoquer quelque chose d'enfance? L'enfance, non, c'est surtout... l'enfance, c'est les marchés, c'est vendre des fruits et légumes sur les marchés. Et du coup, est-ce que tu cuisinais après avec ces fruits et ces légumes? Non. T'étais juste là sur le marché et oui, je vendais... Donc t'étais en lien avec les clients. J'étais en lien.
Je déchargeais les camions, bien sûr, le matin. On remballait. C'est dur aussi, les marchés. Oui, les marchés, c'est très physique. C'est très, très physique. Il y a un vrai contact. Il y a un vrai contact. Il y a une ambiance des marchés. Parce que moi, aimé faire la grasse matinée. Ah non, mais quand je vais chercher mon poisson, la dernière fois, j'y étais à 7h30. Ils sont en train de tout installer. En plus, il fait hyper froid. Enfin, Je me levais à 2-3 heures du matin pour faire les marchés. À 8-9 ans, ça pique un peu. Ouais. Sens de l'effort aussi, Gérard. Hein, oui. Hein, pas mal. Alors, on va terminer avec 2 questions. On va essayer de répondre court, même si c'est dur parce qu'on est bavard et c'est tant mieux. Alors, chacun va poursuivre la phrase. Pour moi, cuisiner, c'est faire plaisir et partager. Voilà. Enfin, oui, ça a toujours été faire plaisir. Voilà. Très bien. Christelle ? Pour moi, cuisiner, c'est aimer les gens et les réconcilier entre eux. Pouh, c'est fort, ça. Merci, Christelle. Pour moi, cuisiner, c'est aimer faire plaisir. Aimer faire plaisir, et c'est la vie, tout simplement. Et la DER des DER, qui est très importante pour moi, le podcast s'appelle Passion sans modération, donc tout tourne autour de la passion. Quelle est votre définition de la passion ? Ah oui, waouh. Ça aussi, je ne l'ai pas envoyé en avance. La passion, en fait, c'est ne jamais se lasser de quelque chose, je pense. C'est toujours avoir envie d'apprendre autour de ce qui nous passionne et continuer et transmettre aussi, enfin avoir envie de transmettre ce que ça nous évoque. Et c'est une émotion. Très beau. Étant une ancienne littéraire, je peux dire que la passion, c'est un mélange d'amour, de souffrance et Pathos, hein, c'est donc l'étymologie. Là. Voilà, on s'est compris. Et en fait, il faut être prêt en fait à se sacrifier. Et je pense que quand on a la passion en fait, on peut tout faire et on ne voit pas les heures passer. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de fatigue, il n'y a rien du tout, il y a juste la passion en fait. Merci Christelle. Gérard, on Virginie, termine avec toi. Attention, passion. c'est le point final. La passion, c'est donner le meilleur de soi-même, quoi qu'on fasse. Oui. Jamais calculer, être dans l'effort, ce qui est mon cas, être dans l'effort permanent. La passion, quoi qu'on fasse, donner le meilleur de soi-même, ouvrir la porte très facilement et donner le meilleur de soi-même dans son métier, dans l'échange avec les uns, les autres, même sur des gens qu'on connaît pas. Tout donner, ne rien attendre. Pouh. Ok, alors je conclus. Ce matin, quel bonheur de vous avoir écouté et rencontré. Nous avons assurément les mêmes valeurs, le respect de l'artisan, l'envie de bien faire, le sens de l'effort, le doux équilibre entre savoir-faire et savoir-être, la priorité au fait maison, l'amour de transmettre une vraie passion vibrante, la liberté par excellence. Merci beaucoup Christelle. Merci Virginie pour cette invitation et merci à vous, à vous tous, puisque j'ai beaucoup appris de vous. Merci Alexandra. Merci Virginie, merci à tous. C'était vraiment une expérience hyper intéressante et puis effectivement des histoires variées dont on apprend, on s'enrichit. Et merci Gérard. Merci Virginie. Merci de votre invitation, de votre accueil. J'ai passé un joli moment. Je pense que ça s'est entendu, alors je vous dis à très bientôt. Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast, Passion sans modération, a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim. J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors, on se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr. Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble. Vive le fait maison et vive la passion!